Mon père était fraîchement arrivé en France, puisqu'il est arrivé en France en fin 45, et il s'est marié en 47 avec une Française, elle-même d'origine italienne. Et donc je suis née, si on peut dire, après la bataille, mais dans une famille et plus largement dans un pays et dans une Europe profondément encore sous le coup de cette Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ça n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de tous les gens de ma génération, pour qui la guerre était une référence permanente. Mon père a été soldat de l'AKA, Armia Krajova, qui était l'armée de résistance, bien sûr clandestine, qui était en fait une des branches, la branche, Krajova ça veut dire de l'intérieur, donc au pays, la branche territoriale du gouvernement polonais qui luttait avec les Alliés. Donc cette Armia Krajova était une armée de résistance qui était la plus grande armée de résistance au nazisme, dans le monde placé sous le joug nazi. Et mon père en a fait partie. Il était très jeune, il est né en 24, donc déjà adolescent, il avait 15 ans, quand les premières bombes sont tombées sur Varsovie en septembre 39, il était à Varsovie. Et il a commencé à s'engager dans des mouvements qui arrachaient des affiches, qui faisait des petits actes de sabotage un peu à la limite du canular, etc. Puis c'est devenu de plus en plus sérieux. Et en 1942, on lui a signifié qu'il fallait absolument qu'il était recherché et qu'il fallait qu'il parte au maquis. Et alors là, il s'est engagé dans l'AKA, comme petit 18 ans, petit soldat, petit maquisard. Il a été emmené très loin, dans les confins sud-est de la Pologne, du côté de Janów Lubelski, c'est-à-dire Zamość. En juin 1944, il a participé au début d'une très grande bataille qui a été la plus grande bataille de partisans d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Et on lui a donné l'ordre de remonter à pied, bien sûr, comme il était venu d'ailleurs, sur Varsovie, parce qu'une action se préparait. Et cette action, c'était donc l'insurrection qui a éclaté le 1er août. Donc il est arrivé à Varsovie en juillet, et après une remontée à travers la Pologne, mais évidemment très périlleuse. Et là, il a été frappé d'ailleurs par l'atmosphère complètement. Il n'avait pas vu Varsovie depuis son départ au maquis. Et il a été frappé par l'atmosphère de surexcitation. Cette surexcitation et cette atmosphère de débâcle des Allemands, pour qui ça commençait à aller très mal, puisque les troupes soviétiques avançaient très vite, et les Varsoviens étaient en train de voir leurs bourreaux plier bagages, si j'ose dire, la queue entre les jambes, mettre toutes leurs archives dans des camions, tous les civils, tous les secrétariats de leurs diverses administrations, tout le monde partait dans la plus grande hâte. On a un parallèle exact, on peut faire un parallèle exact entre ce qui s'est passé à Varsovie en août 1944 et ce qui s'est passé à Paris. Parce que à Varsovie, donc les soviétiques sont très proches, sont à portée de canon, sont à quelques kilomètres, vraiment sur la rive droite de la Vistule, et ont promis leur aide imminente. Les résistants, finalement, l'ordre d'insurrection est donné, après de cruelles hésitations, il est donné. Les insurgés ont des ailes aux pieds, ils ont très peu de munitions, ils ont quelques jours de munitions, mais ils sont absolument persuadés, ou les plus optimistes d'entre eux sont persuadés que les soviétiques vont intervenir. Les soviétiques n'interviennent pas.
enfin, il commence à se faire attendre. Et puis, quelques jours plus tard, on voit des renforts allemands qui arrivent. Et les soviétiques, alors là, les gens pensent en voyant des colonnes avec des blindés ultra-modernes qui n'avaient même pas encore sorti, les Allemands. Beaucoup de gens pensent que là, les soviétiques vont enfin entrer en scène. Et ils n'entrent toujours pas. Et peu à peu, les insurgés comprennent qu'ils n'entreront jamais en scène et qu'ils les laisseront. Et puis, ils apprennent qu'ils ferment leur espace aérien pour que les Alliés ne puissent pas aider les insurgés. Et les insurgés comprennent que les Soviétiques leur assènent un nouveau coup de poignard dans le dos, comme en septembre 1939. Alors, que se passe-t-il à Paris à ce moment-là, enfin en France? Sans entrer dans les détails, le débarquement, la marche des Alliés sur disons, le bassin parisien, mais avec au départ un ordre de route qui évitait Paris. Et les discussions ont été extrêmement âpre avec l'état-major américain pour obliger, enfin pour mettre les Américains devant leurs responsabilités, avec l'argument, Leclerc et De Gaulle ont dit aux Américains: voulez-vous que Paris soit une nouvelle Varsovie ou un nouveau Varsovie? Et c'est pour que Paris ne soit pas à Varsovie, avec une insurrection qui, sortie spontanément, se fasse massacrer, que les Américains vont dévier leur itinéraire initial et marcher sur Paris, la N20 et la suite. Tout le monde sait que Varsovie a été en quelque sorte sacrifiée. Alors pour quelles raisons les soviétiques? Non pas parce qu'ils sont intrinsèquement pervers, comme on disait à une certaine époque, mais parce qu'ils savent bien que cette insurrection et cette armée AK, qui représente évidemment la branche armée territoriale du gouvernement polonais en exil, représente aussi une force d'opposition, une force politique d'opposition, pas seulement militaire, mais une force politique d'opposition qui se dressera contre eux lorsqu'ils voudront, seconde phase de leur plan, lorsqu'ils voudront prendre le pouvoir en Pologne, installer leur régime. Ils démarrent leur insurrection, elle sera victorieuse sur bien des points pendant à peu près, je dirais, la première quinzaine d'août, à peine, la première décade d'août. Et après, ils vont essayer de tenir. Ils vont tenir, alors il y a plusieurs grands bastions, Starówka, la vieille ville, le centre-ville qu'on appelle Śródmieście, donc c'est là où était mon père, et puis un certain nombre de faubourgs, et à la fin du mois d'août, la vieille ville, donc la ville historique avec les petits pignons baroques, etc., est reconquise par les nazis qui font un carnage. Les responsables, tout l'état-major d'ailleurs présent, fuient par les égouts. Donc on est dans les 30-31 août 44. Mon père faisait partie du petit groupe à Śródmieście, donc centre-ville, qui accueillait, qui descendait dans l'égout pour accueillir les gens, les gradés, etc., qui revenaient de la vieille ville. Et puis, donc là, ça va durer, les bastions restants, à part la vieille ville, vont se battre de façon désespérée jusqu'à la fin septembre, avec
peu à peu une perte de territoire, évidemment. Et seul, à la fin septembre, seuls quelques bastions resteront encore en place. Un tout petit bastion au centre du centre-ville, la Grande Poste, c'est là qu'était mon père, c'est le dernier bastion qui ne se sera jamais rendu. Et puis Mokotów, un des faubourgs de Varsovie, et aussi au nord de Varsovie, Joliborz, où il y avait encore des poches, c'est plutôt des poches de résistance, qui elles ne se rendront jamais, ne tomberont jamais, et qui se rendront, alors attention, qui se rendront sur ordre de leur chef quand le 2 octobre, donc 2 mois après le déclenchement de l'insurrection, l'ordre sera donné de se rendre. Capitulation signée par Burkomorowski et le commandant en chef Fondenbach-Zelensky. Donc mon père raconte toujours que l'un des pires souvenirs, ou peut-être le pire souvenir de cette guerre où il a vu tant d'atrocités, où il a eu tellement peur dans des situations les plus périlleuses, c'est le moment où il n'y avait plus un seul coup de feu, et où il a dû rendre son arme dans un grand panier avec un soldat allemand qui recueillait toutes les armes.